Bonjour à tous, salut Marjo. Salut Jérémy. Alors bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne. Donc, pour les nouveaux, moi je m'appelle Jérémy, je suis naturopathe et donc sur ma chaîne Vitali TV, je parle de santé, de tout ce qui va toucher aux méthodes de santé naturelle. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que j'ai déjà reçu plusieurs fois sur la chaîne. Donc c'est Marjo de la chaîne The Candida Slayer. Donc pour tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne et qui connaissent pas Marjo, donc Marjo, tu es naturopathe. Donc ça, je peux le dire officiellement. Ouais, c'est bon, ouais. Tu es naturopathe et donc tu es spécialisé dans tout ce qui est santé intestinale. Donc moi, je t'ai découvert il y a quelques années parce que tu avais fait une vidéo sur l'approche Weston Price. Donc c'était une des premières vidéos que j'avais vues à l'époque. Et donc voilà, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, qu'on discute, qu'on échange. Et donc, moi, je sais que tu es, voilà, t'es spécialisé dans tout ce qui est santé intestinale. Tu as sur ton site web à disposition un cours pour régénérer ses intestins. Donc, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Ça peut toucher à un petit peu tous les noms de pathologies intestinales qu'on peut trouver, candidose, porosité intestinale, etc., etc. Donc ça, c'était déjà un petit peu pour te présenter. Est-ce que pour les gens, voilà, qui ne te connaissent pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, quelque chose qui serait intéressant de dire? Bah, oui, donc effectivement, je me suis spécialisée dans la santé intestinale, mais au fur et à mesure, un peu dans tout le système digestif, parce que rien n'est vraiment séparé hein, dans le corps, et même on va en parler sûrement un peu plus tard dans l'interview, on va parler du côté émotionnel, etc. Donc quand on est naturopathe de base, en fait, on est obligé de s'intéresser à tous les organes et à tous les aspects de la santé, dont l'émotionnel, dont l'hygiène de vie en général. Mais donc, effectivement, j'ai commencé par me spécialiser dans l'intestin, la dysbiose, la candidose, d'où le nom de ma chaîne. Et maintenant, enfin voilà, j'aide les gens sur des problèmes digestifs de manière générale et au-delà, hein, les problèmes hormonaux aussi, etc. D'accord, très bien. Donc pour tous ceux qui regardent la vidéo, je vous annonce directement qu'en description, le premier lien que vous allez trouver, c'est le lien pour le site de Marjo. Donc là, il y a son cours pour guérir les intestins. Pardon, pour régénérer les intestins, excuse-moi. Bon, je couperai au montage. Je mets le cours pour régénérer ses intestins. Et en deuxième lien, vous aurez l'inscription pour ma newsletter personnelle si vous voulez voilà, recevoir plus de conseils privés exclusifs. Donc vous trouverez tous les liens en description. Donc, on va tout de suite commencer donc, par la première question. Moi, ça fait quelque temps là que j'interview pas mal de gens du cétogène, du carnivore. Donc, j'explique toujours aux gens sur ma chaîne que moi, je ne suis pas en régime cétogène, mais on va dire que je suis cétogène friendly. Parce que voilà, les gens du cétogène, ils ont compris pour moi les choses les plus importantes, qui est la place centrale des produits animaux pour la santé et le problème des céréales, des produits transformés, des huiles végétales. Une fois que vous avez compris ça, vous faites déjà un énorme pas vers votre santé. Donc c'est pour ça que j'invite régulièrement des gens de ce bord-là. Néanmoins, moi, je suis pas convaincu encore de la nocivité ou toxicité selon eux des glucides. Donc moi, j'ai une question par rapport à ça. Toi, voilà, tu t'appelles The Candida Slayer, donc ta porte d'entrée vers la santé intestinale, c'était la candidose. Et on entend souvent que pour la candidose, il faut se priver de glucides. On entend que voilà, le candida se nourrit de glucides, donc le régime cétogène, c'est particulièrement adapté à la candidose. Toi, il me semble que c'est pas vraiment ton avis. Pourquoi ce serait. Alors, il me semble, tu me corrigeras si c'est vrai ou faux, mais il me semble que tu déconseilles d'enlever complètement les glucides quand on suit un régime anti-candidat. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Ouais, alors pour plusieurs raisons. Après, moi je te rejoins un petit peu dans ce que tu viens de dire. Moi aussi j'ai de la sympathie pour le régime cétogène pour les mêmes raisons que tu viens d'évoquer. Après, moi, le régime cétogène, de manière générale, je pense qu'il peut être très bien dans certains cas et à certaines saisons notamment. En hiver, enfin voilà, si tu connais un peu ma chaîne, tu sais que je conseille beaucoup de se référer à la nature, au cycle de la nature, aux tribus primitives, etc. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de Weston Price et que j'en parle toujours beaucoup. Mais donc il y a des périodes de l'année déjà où on est censé manger plus gras qu'à d'autres périodes de l'année. Typiquement, c'est en hiver qu'on va avoir accès de manière naturelle à plus de gras. Voilà. Alors que le reste de l'année, beaucoup moins. Surtout en été, par exemple, ou au printemps, beaucoup moins. Et notre corps s'est physiologiquement adapté aux saisons, à ce qu'on trouve dans la nature pendant des milliers d'années. C'est que depuis récemment qu'on a accès à tout ce qu'on veut toute l'année. Et donc,
ça implique des modes alimentaires, etc., qui, je pense, peuvent être nocives à certains moments pour certaines personnes, etc. Donc voilà, déjà, de manière générale, le cétogène, pourquoi pas, mais dans certains cas, et effectivement, comme je disais, à certaines périodes de l'année, ça me semble déjà plus logique. Euh, En ce qui concerne la candidose, c'est vrai que manger beaucoup de glucides, manger beaucoup de sucre en général, ça aggrave la candidose. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne où j'explique voilà, comment ça se passe, comment on finit par avoir une candidose intestinale, une candidose chronique, etc. Et c'est vrai que généralement, le schéma classique, c'est des gens qui prennent des antibiotiques et qui ont une alimentation très sucrée. Voilà, en général, c'est une combinaison des deux. Après, ça peut être antibiotique, ou ça peut être autres médicaments chimiques qui changent le pH intestinal, qui changent le microbiote, etc. Mais voilà, c'est un peu le cas classique. Donc, en fait, le candidat, sa nourriture préférée, c'est le sucre. Ça, c'est démontré dans plein d'études. Donc c'est vrai que quand on a une candidose, il faut baisser au maximum sa consommation de sucre, et en tout cas de sucre raffiné et d'aliments raffinés de manière générale, d'aliments transformés de manière générale. Euh, Après, éliminer complètement le sucre, je trouve que ça peut être contre-productif pour plusieurs raisons. Déjà, si, si on n'est pas céto-adapté, là, comme disent les personnes en régime cétogène, ça va être très difficile de faire le basculement, de passer d'une alimentation normale, voire hyper riche en sucre, à une alimentation très pauvre en glucides ou même avec zéro glucides. Ça va être très difficile mentalement, physiquement, le temps de s'adapter, etc., les hypoglycémies, etc. Donc déjà, après, si on vient d'un régime cétogène et qu'on veut faire un protocole pour la candidose, pourquoi pas. Euh, mais un autre point justement qui me dérange par rapport au fait de faire un régime cétogène, c'est qu'il faut avoir quand même un foie bien en forme. Moi, franchement, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai eu plusieurs fois le cas de clients qui voulaient vraiment éliminer les glucides le plus possible et donc remplacer par le gras. Sauf que le problème, c'est quand la personne a un foie qui est pas super en forme ou même une malabsorption des graisses, que ce soit à cause d'un problème au niveau du foie ou un problème vésicule ou pancréas, ou même au niveau intestinal, hein, parce qu'il faut quand même savoir que la bile est recyclée à la fin de l'intestin par les bactéries. Donc, si on a un mauvais microbiote intestinal, on peut avoir une mauvaise absorption des graisses, donc ça peut être un peu un cercle vicieux. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai vu plusieurs fois des personnes qui pensaient bien faire, qui voulaient bien faire et qui éliminaient complètement les glucides de leur alimentation. Et elles n'y arrivaient pas, soit pour ce que je viens de dire, parce qu'elles avaient du mal avec la quantité de gras qu'il faut pour remplacer donc, les glucides. Ou alors ça va être aussi des personnes qui ont des problèmes hormonaux et notamment une fatigue surrénalienne. Quand ils enlèvent les glucides, ça aggrave ça. Ça aggrave le stress, ça aggrave le- la- comment dire, l'impression enfin, l'anxiété de manière générale. Ça peut aggraver la fatigue, les insomnies, etc. Donc ça aussi, c'est des cas que j'ai pu voir de clients que je suivais. Voilà, parce que comme je disais, donc moi je conseille de baisser au maximum les glucides, mais au maximum de ce que ton corps supporte. Et ça, c'est différent pour tout le monde. Voilà, Hmm. c'est pour ça que moi, je conseille jamais manger tant de grammes de glucides, tant de grammes, parce que ça dépend de chaque personne. Donc, moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'écouter son corps, de voir jusqu'à où on peut baisser au maximum. Et quand on commence à avoir des symptômes comme je disais, d'aggravation de la fatigue ou d'anxiété, même de tremblements, d'insomnie, de choses comme ça peut être des indications qu'on ne mange pas assez de glucides. Et donc, comme je te disais, j'ai vu quelques fois des clients qui baissaient trop leurs glucides, qui avaient ces symptômes-là et qui en reprenaient un peu, et ça suffisait pour aller mieux et pouvoir continuer, quoi. Et puis, autre chose aussi, c'est que, voilà, c'est c'est- c'est, c'est aussi très difficile d'arrêter complètement les glucides. Alors, quand on fait un protocole pour une dysbiose, candidose ou autre, c'est déjà difficile. Tout ce qu'il faut mettre en place, il faut vraiment améliorer son alimentation, arrêter tous les produits transformés, etc. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place
du côté de l'alimentation, du côté des compléments, etc. Donc si en plus de ça, au niveau alimentation, on va être hyper strict, mais strict au-delà de ce qui est nécessaire, il y a des chances pour que la personne, elle pète un câble et elle réussisse pas à faire le protocole en entier. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que. Et puis la dernière raison, c'est justement que c'est pas utile en fait d'arrêter complètement les glucides. Encore une fois, moi, ça fait plusieurs années que je suis des personnes et que je les aide à se rétablir de candidose ou autre dysbiose, et c'est pas nécessaire d'arrêter complètement les glucides. C'est pas nécessaire. Donc pourquoi se mettre cette contrainte qui est de taille quand même à vraiment vouloir éliminer absolument tous les glucides? C'est pas nécessaire. Voilà. Et puis comme je disais, après, à voir aussi à chacun. Voilà, si tu as un foie en super santé, si tu sens que tu peux te gaver de gras et ça cause aucun souci, Hmm. pourquoi pas? Mais voilà, moi, ma ligne, c'est vraiment, il n'y a pas un protocole qui est égal pour tout le monde. C'est pour ça Hmm. que dans ce que je propose, c'est toujours un accompagnement avec consultation de départ et puis des consultations au fil du temps, une fois par mois, euh, parce que tout le monde est différent. Donc, moi, je n'ai pas un protocole enfin, que je donne à absolument tout le monde. On discute, on voit où sont les faiblesses et les forces de la personne au niveau digestif, au niveau hormonal, etc. Et Hmm. de là, on met en place quelque chose. D'accord, très bien. Donc ça pourrait être, par exemple, enlever complètement les glucides pour un protocole anti-candidat, ça pourrait être une erreur. Est-ce que toi, tu as remarqué d'autres erreurs? Alors, pas forcément pour la candidose, mais d'une manière générale, une personne qui a des gros problèmes digestifs, ça peut être, j'en sais rien moi, ça peut être maladie de Crohn, ça peut être une perméabilité, ça peut être une hypochloridrie. Enfin, on peut vraiment tout imaginer. Quelles sont les erreurs principales que toi tu vois en consultation sur les gens qui essayent de régénérer leurs intestins? Ouais, alors je dirais que celle que je vois le plus souvent, c'est que les gens font des erreurs dans leur autodiagnostic. J'ai plein de gens qui me prennent une consultation ou qui prennent l'accompagnement en étant persuadés que que leur problème principal, c'est une dysbiose et notamment une candidose. Ouais. Et quand on fait ensemble la consultation de départ, où j'ai toute une liste de questions à leur poser, bah, très souvent, je me rends compte que c'est le dernier de leurs problèmes. Voilà. Donc en fait, tu rigoles peut-être parce que ça t'arrive aussi de la même manière. Mais en fait, ouais, c'est ça. J'ai plein de gens qui ont, par exemple, des problèmes de ballonnement, des problèmes de douleur intestinale ou peu importe, voilà, des problèmes au niveau digestif qui sont persuadés, en s'étant renseignés sur Internet, etc., que leur problème, c'est la candidose. Voilà. Mais en fait, si tu veux, il y a la candidose, ça peut regrouper tellement de symptômes Hmm. que il y a des gens qui vont avoir, je sais pas, les trois quarts des symptômes de candidose et qui du coup vont se dire bah, j'ai une candidose. Sauf qu'en Ouais. fait, ces symptômes, ça peut être aussi quelque chose de complètement différent. Ouais. Voilà. Donc ouais, je dirais que la première erreur que font les gens en général, c'est ça, c'est ils se persuadent qu'ils ont une candidose ou autre chose, alors qu'en fait, leur premier problème, c'est ailleurs. Et souvent, enfin, de toute façon, dans les problèmes de dysbiose, il faut toujours regarder la digestion haute, hein. Je Ouais. sais que toi aussi t'en parles, heu c'est logique. Je veux dire, si au niveau de la digestion haute, ça va pas bien, au niveau de l'estomac, il y a une mauvaise gestion, ou au niveau du foie, Hmm. au niveau du pancréas, forcément, il va y avoir aussi des problèmes au niveau de l'intestin parce que voilà, on part de haut en bas. Et ces gens-là qui ont, par exemple, des problèmes d'estomac, mais qui se focalisent entièrement sur leur dysbiose intestinale et qui font des trucs que pour leur dysbiose intestinale, ils pédalent dans la choucroute, hein, là. Enfin, ils peuvent avoir une petite amélioration avec moins de gaz, et cetera, machin. Mais à quoi ça sert, par exemple, d'éliminer la dysbiose intestinale euh, qui est due à une mauvaise digestion de l'estomac? Parce que, par exemple, la personne digère mal au niveau de l'estomac, donc elle avale des aliments qui sont Hmm. partiellement digérés, donc ça donne des aliments improprement digérés qui continuent dans le système digestif, donc qui arrivent à l'intestin, et la dysbiose se développe à cause de ça, parce que vous avez ces micro-organismes qui vont se développer dans l'intestin pour digérer ce que vous n'avez pas digéré. Donc, ces micro-organismes, ils vous rendent service par ce biais-là, mais en même temps, ils causent des problèmes parce qu'ils causent plus de gaz, plus d'inconfort, etc. Mais du coup, si vous prenez des compléments pour éliminer cette dysbiose, pour éliminer ces micro-organismes dans l'intestin, vous aurez peut-être moins de gaz, etc. Par contre, vous aurez toujours le même problème d'aliments partiellement digérés qui vous traversent, voilà, et qui arrivent dans l'intestin. Et il faut bien comprendre ça, en fait, que votre dysbiose, elle est là pour vous rendre service. Et c'est quelque chose que j'essaye d'expliquer de temps en temps.
Mais les gens ont du mal à comprendre ça. Mais il faut bien comprendre qu'une dysbiose, en fait, quoi qu'il se passe dans votre corps, c'est toujours le corps qui fait tout ce qu'il peut pour vous aider, pour s'en sortir. Donc, une dysbiose, il faut comprendre pourquoi elle est là. La dysbiose, elle n'est pas là pour vous embêter, elle est là parce qu'il y a un déséquilibre, parce qu'il y a un problème quelque part. Et heureusement que ces micro-organismes se surdéveloppent, parce que sans eux, vous auriez encore plus de problèmes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le cas pour le SIBO, c'est le cas pour la candidose aussi, hein. La candidose, le candida albicans va prendre la place quand il y a un déséquilibre dans l'intestin, parce qu'il n'y a pas assez justement de bonnes bactéries. Mais si votre but, c'est juste de tuer la candidose, de prendre des antifongiques et puis c'est tout, vous allez aggraver votre cas parce que, encore une fois, la candidose, au final, elle vous rend service. Si votre intestin était vide de quoi que ce soit, pas de bactéries, pas de champignons, vous vous sentiriez encore pire. Votre intestin n'est pas fait pour être stérile. Donc voilà, il faut vraiment comprendre la cause première de ces soucis digestifs, mais ces soucis en général, hein. Et donc comprendre que quand il y a un surdéveloppement bactérien ou un surdéveloppement fongique, ça n'est que la conséquence d'une chose. Donc voilà, je dirais que ça, c'est la première chose. Après, comme autre erreur, ouais, bah, il y a le fait effectivement de vouloir aller trop vite, trop fort. Euh, ça je le vois de temps en temps, des gens qui justement pensent bien faire. J'ai eu le cas récemment d'un client qui, au lieu de prendre le dosage normal d'un antifongique antibiotique naturel, qui est de 3 comprimés par jour, il s'est mis à prendre le double en se disant, bon, ben, comme ça va aller plus vite. Sachant qu'en plus, ce client, il a des problèmes au niveau de l'estomac, des problèmes de gastrite. Donc, prendre des comprimés qui contiennent notamment de l'origan Mm. à une dose double de la normale sur Mm. un estomac irrité. Enfin, voilà, il y a des erreurs aussi comme ça, de gens qui veulent aller trop fort, trop vite et qui du coup se bousillent en fait encore plus. Et puis il y a cette erreur aussi justement de penser que on peut se débarrasser de problèmes de santé qui datent des années en 1, 2 ou 3 mois. Voilà. Il faut pas, il faut, il faut pas forcer quoi que ce soit sur le corps au-delà de ce que le corps peut faire et peut supporter. Voilà. Et il faut prendre son temps, voilà, pour se débarrasser de dysbiose qu'on a depuis très longtemps ou d'autres soucis de santé. Voilà. Et après, effectivement, il y a le côté émotionnel, effectivement, que plein de gens mettent de côté. Plein de gens ne réalisent pas l'impact de l'émotionnel sur la santé. Et, euh, et voilà, il y a des fois où, effectivement, les problèmes digestifs des gens, c'est d'abord dû à leurs émotions. Et ils auront beau prendre des compléments pour la dysbiose, pour autres, etc. S'ils ne règlent pas leur émotionnel, voilà, ça va continuer. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Ça me fait penser à deux choses. La première, c'est moi aussi, j'avais une cliente qui avait utilisé de l'extrait de pépins de pamplemousse. Mhm. Et pareil, c'était mais bousiller les intestins pendant 1 ou 2 mois parce que justement, elle avait pris une dose qui était trop élevée. Enfin, ça, c'est aussi, c'est un problème, c'est qu'en fait, on a l'impression que parce qu'on travaille avec des plantes, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut acheter soi-même et on peut regarder 1 ou 2 vidéos, lire 3 articles et faire un petit peu sa propre tambouille. Bon, tous les deux, on accompagne des gens, donc forcément, si les gens m'entendent dire ça, ils vont se dire oui, mais c'est normal, il veut avoir des clients. Mais je dis pas ça pour ça, c'est que en fait, quand tu t'y connais pas dans un domaine ou un sujet, ça s'improvise pas en fait. Je veux dire. Il faut à un moment donné accepter que, ouais, à moins que tu sois spécialiste et que tu prennes le temps de t'informer, mais si tu as un boulot qui te prend du temps, tu as une vie de famille, etc., t'as pas 10 heures dans ta semaine ou 15 heures à consacrer à faire des recherches, etc. Et donc, c'est tout à fait, enfin, il n'y a rien de plus normal que de se faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît. Non seulement tu vas gagner du temps, mais en plus, ça peut t'éviter des gros problèmes, quoi. Du coup, moi, j'ai cette cliente-là, qui s'était bousillé les intestins avec ça. Et ça, Mm. c'est un truc qui arrive pas quand tu te fais accompagner par quelqu'un de compétent. Et puis, la deuxième chose dont tu parlais, c'est le temps, c'est ça? Ouais, oui, Ouais. oui, de se rendre compte que ça prend du temps. Et moi, ce que je propose pour l'instant, là, c'est un accompagnement de 3 mois. Mais du coup, j'ai des personnes
qui ont fait l'amalgame de ça veut dire qu'au bout de 3 mois, je suis guérie. Mais non, Ouais, je propose un accompagnement de 3 mois. Mais si tu veux, 3 mois, c'est le minimum hein, pour se remettre d'une dysbiose ou de problèmes digestifs. En plus, tout dépend justement des problèmes digestifs de la personne. Si une personne a juste une dysbiose avec rien d'autre, aucun autre problème au niveau digestif, au niveau hormonal, etc., effectivement, ça peut être assez rapide. Mais par contre, dès qu'il y a des problèmes d'estomac en plus, ou de foie, ou des problèmes de thyroïde, ou de surrénal, enfin, il faut faire les choses dans l'ordre, et donc forcément, ça prend plus de temps. Voilà. Mais même une dysbiose, si c'est juste une dysbiose et rien d'autre, c'est 3 mois minimum, hein. Moi, à l'époque, quand j'avais fait ce protocole, donc c'était quand? C'était en 2000, je sais plus, 18 ou 17, ou ouais, je sais plus. Euh, J'avais fait 3 mois, et puis après, j'allais mieux. ouais, Mais j'avais dû le refaire encore 3 mois, ouais. quelques mois plus tard. Donc, de manière générale, moi, je dirais que le minimum, c'est 3 mois. Hmm. Mais que de manière générale, c'est plutôt dans les 6 mois pour se débarrasser d'une dysbiose. Ouais, Et encore, enfin, c'est vraiment. Je te dis un chiffre parce que je sais que les gens, ils veulent des chiffres ouais, ouais. précis, mais ça dépend tellement de chaque personne. Voilà, encore une fois, ça dépend d'où part la personne, de quel souci elle a. Voilà, comme je te dis, si je vois des soucis au niveau de la digestion, on va d'abord faire ça. Et rien que ça peut mettre au moins 1, 2 mois, voire plus, hein. Les gens qui ont des gastrites sévères avec ulcères installés depuis des années à cause d'un mental hyperactif, d'hyperanxiété, etc., ça peut prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps, hein. Les problèmes hormonaux aussi, ça va rallonger. Voilà. Donc, c'est vraiment du cas par cas et il faut vraiment pas partir dans l'esprit que c'est une course. Faut plutôt partir dans l'esprit que c'est un marathon, comme on dit. Voilà, mais il faut être patient et patient avec son corps parce que, comme je disais, le corps, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et voilà, avec les moyens qu'il a et le temps, ça fait partie des moyens qu'il faut donner à son corps, quoi. Ouais. Du coup, ça me fait penser à une autre question. En fait, moi, ça m'est arrivé récemment là d'avoir le cas avec, pareil, un client qui pensait qu'au bout d'un mois de suivi, il allait pouvoir remanger. En fait, il c'était, je crois, il se plaignait que quand il sortait avec ses amis, bah, après avoir mangé une pizza industrielle ou je sais pas quoi, bah, il avait de nouveau mal au ventre tout le lendemain. Et en fait, enfin, je veux dire, à un moment donné, enfin, faut expliquer aux gens que quand ça fait des années que tu manges pas n'importe quoi, mais que c'est une alimentation qui est pas optimale pour toi, bah ouais, comme tu dis, ça peut mettre mais des mois, voire des années à pouvoir retrouver une vraie résilience. Et je trouve que ce qui est compliqué, c'est que en fait, les gens, ils ont un tel mode de vie qui est tu vois, il y a on nous bon, toi, je sais que non, mais moi non, mais on te propose toujours une sortie quelque part où tu peux manger un truc qui est pas bon pour tes intestins et tout. En fait, ils sont dans un tel mode de vie que, en fait, il y a tellement d'opportunités de faire quelque chose qui va entraver la guérison. Parce que je veux dire, pour toi et moi, ça paraît évident que la santé, ça se construit comme ça, pas à pas. Mais en fait, il y a des gens ils ont besoin de vraiment rentrer dans un mode de vie, moi j'appelle ça ancestral, il y en a d'autres, ils appellent ça physiologique, mais ils ont vraiment besoin de rentrer dans un mode de vie où en fait, c'est pas, je veux dire, il n'y a plus de retour en arrière, quoi. Je veux dire, si vraiment tu veux guérir tes intestins, à un moment donné, c'est alimentation brute, c'est fais attention à ton sommeil, etc. Et tu peux pas tous les week-ends sortir en boîte et après aller manger des pizzas au fast-food, etc. À un moment donné, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Il va y avoir contradiction. Tu vas pas pouvoir bâtir ta santé avec ça. Et j'ai l'impression aujourd'hui, les gens, ils veulent des solutions clés en main, quoi. Ils veulent le truc, tu l'appliques comme ça et le mois prochain, c'est terminé. Je peux retourner manger mes pizzas avec mes copains. Est-ce que toi, ça t'arrive, toi, d'avoir ce genre de cas? Ouais, mais bon, enfin, je trouve quand même que les gens qui viennent nous voir, ils sont, je pense, déjà un peu quand même sensibilisés plus que d'autres. Voilà, s'ils ont un peu regardé nos vidéos, ils comprennent quand même l'importance de l'hygiène de vie, de la bonne alimentation, etc. Après, effectivement, quand on est malade, on sent qu'on peut rien digérer, etc., on rêve de pouvoir remanger ce qu'on mangeait avant. Et moi, c'était mon cas aussi, hein, à l'époque où j'avais mes gros soucis digestifs, je pouvais plus rien manger, j'étais devenue intolérante à tout. Ouais, Et je me disais, oh là là, plus jamais de ma vie, je vais manger de la glace, plus jamais de ma vie, je vais manger du fromage, plus jamais de ma vie, je vais manger du sucre. C'était triste. Euh, donc, on a envie
de remanger comme avant. Par contre, il faut quand même, et c'est possible, mais dans une certaine mesure, justement. Il faut vraiment comprendre que on a eu des soucis de santé parce on a abusé de notre corps. On a fait des choses qu'il fallait pas pendant longtemps, pendant des mois, des années. Euh, on peut réparer son système digestif au point de pouvoir remanger ce qu'on ne pouvait pas manger avant. Par contre, il ne faut pas faire les erreurs qu'on avait fait avant qui nous ont menés à nos soucis, c'est-à-dire de faire, de manger n'importe quoi, de boire de l'alcool n'importe comment, tout le temps comme on faisait avant. Enfin, moi, je sais que par exemple, euh, dans ma vingtaine, je me mettais des cuites tous les week-ends, voire plusieurs fois par semaine. Ouais, ouais, Et pareil. Ouais. voilà, ben bon, comme tous les jeunes dans la vingtaine, je suppose. Et quand j'ai commencé à faire mon protocole, bon, c'était super important de vraiment éliminer complètement l'alcool. Alors déjà, ça a été une étape hein, pour moi de me dire, oh là là, comment je vais faire? C'était pas possible pour moi de sortir sans boire, quoi. Ouais, Bon, déjà, pareil. première étape psychologique, voilà, à dépasser. Et puis, deuxième étape aussi, de, on se dit, quand on va guérir, on va pouvoir reprendre cette vie-là. Mais non, Hmm. surtout le coup de se mettre des cuites tous les week-ends. Ouais. Là, il n'y a pas mieux pour se flinguer à nouveau les intestins. Voilà. Si vous sortez de vos soucis digestifs, mais que vous refaites la même chose, Hmm. voilà. Après, il y a des choses moins graves que d'autres. Donc, c'est pour ça que je parle de l'alcool, parce que pour moi, c'est le plus grave. Enfin, Ouais. une fois que tu as guéri ton système digestif, tu peux reboire de l'alcool sans vraiment de conséquences, mais si c'est pas des grosses cuites tous les week-ends comme avant, si c'est Ouais. une fois de temps en temps, un verre de temps en temps, etc., mais sans abuser. Après, remanger des pizzas industrielles, remanger un burger par-ci par-là, remanger du sucre par-ci par-là, c'est possible, mais il faut pas que ce soit non plus tous les jours à manger McDo, à boire Hmm. de l'alcool. Enfin voilà, faut vraiment comprendre que ce qui nous a mené à nos soucis de santé, c'est des abus. Et les abus, c'est quoi? C'est d'avoir mis dans notre corps des choses pour lesquelles notre corps il n'est pas fait pour quoi. Voilà. Hmm. Donc on peut abuser notre corps un peu de temps en temps. Parce que voilà, on n'est pas en sucre hein, non plus, on peut tolérer certains excès, mais il faut vraiment se rendre compte que quand on fait ces choses-là, c'est un peu comme si on mettait un petit coup de poignard au corps, quoi. Alors le corps va pouvoir s'en remettre, hein, mais il faut pas se faire ça trop souvent, quoi. Hmm. Ok. Voilà. Très bien. Tu as parlé tout à l'heure de l'aspect émotionnel. Donc moi, je sais que tu as écrit un article sur ton blog sur l'influence de la santé émotionnelle qui pourrait notamment être une cause principale de la rectocolite hémorragique. On en avait un petit peu discuté au téléphone. Moi, je vais juste te donner une anecdote. Après, je te laisse dire ce que tu en penses. Moi, j'ai fait un post Insta il n'y a pas longtemps et j'ai raconté l'histoire d'un client que j'avais il y a 1 an et demi, je crois. Et c'était un client qui avait des gros problèmes digestifs. Il était sous antidépresseur. Enfin, il avait quand même, c'était quand même quelque chose voilà, d'assez solide quoi, en termes de suivi. Et on a essayé de mettre en place plein de choses voilà, pour travailler la santé digestive, la digestion haute, la digestion basse, etc. Et il pouvait pas manger de gluten, hein, rien. Dès qu'il mangeait des oléagineux, du gluten, enfin, des produits transformés, produits laitiers pasteurisés à la maison, enfin, il avait des problèmes. Alors, comme il était sous antidépresseur, enfin, ça lui provoquait des épisodes de dépressifs et d'anxiété. Enfin, c'était vraiment très problématique. Donc, on a mis un truc très solide en place. Et donc, il y avait des améliorations hein, quand il mangeait comme on avait convenu. Et puis, un jour, une consulte, il me dit, écoute, ouais, je suis parti en vacances la semaine dernière. J'ai mangé tous les jours croissants, pain blanc, confiture, restaurant, des chocolats légers, enfin n'importe quoi pendant une semaine et j'ai eu aucun problème digestif. Et malheureusement, avec cette personne, on n'a pas continué parce que justement, il me disait, mais en fait, il comprenait pas tout ce que je lui demandais de mettre en place. Et à un moment donné, c'était difficile de lui faire avouer. Enfin, j'ai essayé l'amener sur cette piste-là, lui dire en fait que son mode de vie, il était pas adapté quoi, au niveau de stress. Je sais qu'il avait un emploi, il était dans l'informatique, il était chef de projet, donc il avait quand même des responsabilités assez grandes. J'avais l'impression qu'à la maison, il faisait pas tout ce qu'il voulait. Enfin, il y avait un contexte familial qui était assez compliqué, mais j'ai pas réussi à lui faire prendre conscience qu'il y avait quelque chose à travailler à ce niveau-là, parce que je lui dis, mais attends, mais si en vacances tu peux tout digérer et que chez toi t'arrives à rien digérer, c'est qu'à un moment donné il y a un problème. Et donc voilà, moi j'ai un exemple là, c'est l'exemple qui me vient où vraiment l'émotionnel a un impact majeur quoi sur le corps. Toi, quel est ton avis Ouais, par moi, rapport à tout ce que tu as étudié
par rapport Je, à je- ça? je- je pense que l'émotionnel, c'est un impact majeur chez tout le monde, en fait. Après, il y a des gens plus sensibles que d'autres, effectivement, mais moi, là, ce que tu viens de raconter, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. J'ai eu plusieurs fois des clients qui me disent ah bah, je suis partie en vacances ou je suis rentrée au pays, là, je peux manger tout ce que je veux et j'ai pas de problème. Et puis, je reviens en France, j'ai à nouveau des problèmes. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, d'avoir des clients qui me disaient ça. Donc, de toute façon, comme je disais au début, quand on est naturopathe, c'est un tout. On regarde le tout et on regarde aussi le côté émotionnel. Et quand, euh, quand j'ai des personnes en consultation, voilà, moi, je leur pose des questions sur leurs différents organes, leurs symptômes, etc., mais aussi sur l'émotionnel, sur le stress, sur le système hormonal, enfin tout ça. Et je propose toujours quelque chose pour soutenir l'émotionnel enfin, après une consultation. Donc, j'envoie un mail avec ce que je conseille au niveau alimentaire, avec ce que je conseille au niveau des compléments. Et dans les compléments, je conseille des choses pour l'émotionnel. Alors, pour l'émotionnel, on peut aider le mental avec des choses physiques, hein, avec des compléments, par exemple la gémothérapie, les huiles essentielles, etc. Les plantes adaptogènes, tout ça. Ça, c'est un soutien physique de l'émotionnel. Mais après, c- n- je- ce que je veux dire, c'est que nous, en tant que naturopathe, on peut pas vraiment aller plus loin. On n'est pas psychologue, par exemple. Voilà. Nous, on peut soutenir le côté émotionnel avec certains compléments. Mais après, s'il y a vraiment une grosse part émotionnelle dans les symptômes de la personne, il faut que ce soit à elle de faire ce qu'il faut, de voir des thérapeutes, voilà, psychologues, psychothérapeutes, faire de l'EMDR, faire de l'hypnose, etc. Toutes ces choses-là, ça peut aider. Mais après, je dirais, c'est vraiment prendre conscience de comment on est mentalement, psychologiquement, et de prendre conscience de nos schémas, en fait, de notre type de personnalité, etc. Euh, donc, de un, d'en prendre conscience, et c'est pas facile parce que, en fait, vu qu'on est comme on a vécu toute notre vie comme on est, on se rend pas compte qu'on a tel ou tel schéma psychologique. Donc, déjà, de un, en prendre conscience, ce qui est pas chose facile, mais c'est déjà un premier grand pas. Euh, et puis de deux, une fois qu'on en a pris conscience, essayer justement L'action, quoi. ouais, d'évoluer, de se changer. Enfin, on peut pas vraiment se changer, mais en fait, la remise en question, c'est super important, se remettre en question sur tous les niveaux. Voilà. Mais bon, Ouais. c'est en ça aussi que de voir un thérapeute, un psy ou autre, ça peut aider, ou de lire des livres de développement personnel ou des choses comme ça, de se rendre compte de comment on est. Et effectivement, l'article dont tu parles sur la rectocolite hémorragique, c'est un article que j'ai écrit. Que j'ai écrit par rapport à un article que j'ai lu donc qui est en anglais, donc j'ai traduit en français, sur le profil psychologique des personnes atteintes de rectocolite hémorragique. Hmm. Euh, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'au début du XXe siècle, les médecins accordaient quand même beaucoup plus d'importance à l'émotionnel et à son rapport avec les soucis digestifs que maintenant. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a moins d'études poussées sur ce plan-là. C'est-à-dire que je veux dire, l'article dont je parle, là, ils ont vraiment étudié physiologiquement le lien entre les émotions et le comportement de l'intestin. Par exemple, ils avaient plusieurs cas de personnes qui avaient les intestins qui étaient carrément sortis de leur ventre hein, par une hernie. Donc, on voyait Non. physiquement les intestins sortis du ventre. Il y a des photos hein, dans l'article où on peut voir ça. Et, euh, et donc, en fait, le médecin va voir le patient dans sa chambre et puis ils se mettent à discuter de divers sujets tout en observant le comportement des intestins, puisqu'on peut le voir voilà, sous les yeux, puisqu'il est en dehors du ventre. Et ils ont marqué que voilà, quand ils parlent de choses qui les ont humiliés, par exemple, humiliation ou des choses qui les mettent en colère, leurs intestins changent de couleur, leurs intestins vont devenir hyper gorgés en sang, rouges, voire noirs, se crisper, etc. Et puis quand ils changent de sujet de conversation et que, par exemple, le malade va parler de sa maladie, justement, eh ben, ils observent que les intestins se détendent, etc. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup parler de leur maladie, parce qu'en fait, ça les détend. En tout cas, c'est ce qu'ils ont observé, les médecins, en parlant avec ces malades.
Et pour revenir au sujet précis donc de la rectocolite hémorragique, les médecins ont, ont défini en fait la personnalité type des personnes donc, qui souffrent de la rectocolite hémorragique. C'est des personnes qui gardent tout à l'intérieur. Et ça, je veux dire, c'est la rectocolite hémorragique, mais je pense que c'est la plupart des maladies. En fait, Ouais. le gros problème, c'est moi, c'est ce que j'explique notamment en consultation. Le problème, c'est pas les émotions, hein. Il y a des émotions qu'on appelle négatives, comme la colère ou la tristesse. Euh, le but, c'est pas d'éviter ces émotions. On les a tous à des moments de notre vie. Le but, c'est pas de les étouffer, de les éviter, de faire comme si elles n'existaient pas. Non, c'est au contraire de les accueillir, de vraiment leur laisser la place, leur laisser donner le message, parce qu'une émotion, c'est un message. Donc, il faut recevoir le message Mhm. et le processer et ensuite passer à autre chose. Voilà. Mhm. Et donc, les médecins donc, qui ont étudié ces personnalités de la rectocolite hémorragique, ils ont vu que c'est des personnes qui gardent tout pour eux et qui font comme si de rien n'était. Et Mhm. généralement, ils vont développer la rectocolite hémorragique suite à une grosse humiliation Ok. qui n'est pas digérée. Qui n'est pas digérée, qui n'est même pas vocalisée, qui n'est même pas extériorisée du tout, en fait. C'est, la personne va se faire humilier en public Ouais. et elle va ni répondre à la personne qui l'humilie, ni en parler après à des amis ou à la famille ou quoi. C'est des personnes qui font comme si ça les avait pas touchées. Ouais. Alors qu'en fait, ça les bouffe de l'intérieur et c'est comme ça qu'elles développent une rectocolite hémorragique. Voilà. Alors que, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour justement pas développer une rectocolite hémorragique? Il aurait fallu soit réagir sur le coup, hein, la Mhm. personne qui les humilie, ben, leur répondre ou voilà. Soit, si on ne peut pas réagir sur le coup, ben, au moins en parler après avec des amis, se plaindre de ce qui s'est passé, voilà, et extérioriser le truc et pas juste tout garder à l'intérieur. Voilà. Après, ça ne veut pas dire non plus que toutes les personnes qui ont une rectocolite hémorragique ont exactement ce profil psychologique et ont tous vécu une humiliation qu'ils n'ont pas extériorisée. D'ailleurs, dans le bouquin, les médecins expliquent que c'est une grosse partie des personnes qui ont la rectocolite hémorragique qui ont ce profil psychologique, mais c'est pas non plus 100%. Et ils disent le meilleur moyen pour quelqu'un de se guérir de la rectocolite hémorragique, c'est de suivre une psychothérapie, de parler, etc. Mais il y a des gens chez qui ça ne marche pas et c'est typiquement, enfin, c'est spécifiquement des choses physiques, donc rectification de Ouais. l'alimentation, etc., qui vont les aider. Donc voilà, c'est pas non Mhm. plus 100% émotionnel chez 100% des gens, euh, mais il y a une grosse part émotionnelle. Voilà. Et après, là, on parle de la rectocolite hémorragique, mais par exemple, pour revenir à l'estomac, franchement, moi, quand je vois des gens en consultation qui ont des problèmes d'estomac, que ce soit gastrite, ulcère ou reflux, pff, à 99%, je sais que c'est émotionnel. Vraiment, l'estomac, c'est encore plus flagrant, je trouve, que ailleurs dans le système digestif. Quand il y a des problèmes d'estomac, c'est largement une anxiété chronique et très profonde, stress, enfin stress, anxiété, quoi. Euh, et les gens qui ont ça, il faut vraiment, vraiment qui comprennent d'où vient le stress dans leur vie, qui comprennent pourquoi, parce que c'est la même chose aussi, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui vont être stressées par une situation et une autre personne qui va vivre la même situation va pas être stressée. C'est parce qu'on a la Mhm. personnalité qu'on a. Il y a des gens qui vont Mhm. avoir une personnalité du type, bon, il leur arrive quelque chose, bah, c'est pas grave, puis voilà, et Mhm. la vie continue et ils le prennent pas à cœur. Voilà. Et les personnes qui vont développer des problèmes suite à un stress, parce ils prennent tout trop à cœur et il faut réussir à relativiser, etc. Bah, je sais que c'est pas facile, hein, quand je Mhm. dis ça aux gens, je leur dis, je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire, mais c'est voilà, c'est toujours prendre en compte de toute façon effectivement l'émotionnel. Je pense qu'il y a jamais aucun souci de santé qui a 0% d'émotionnel. Je pense il y a toujours une part émotionnelle, plus ou moins importante chez les gens, mais ouais, c'est toujours quelque chose à prendre en compte. Ouais. C'est vrai que moi, c'est qu'on en avait discuté au téléphone. Moi, c'est un truc que, tu vois, il y a 2, 3 ans, je vais pas dire que ça me passait au-dessus de la tête, mais j'y accordais vraiment pas beaucoup d'importance, persuadé que avec l'alimentation, le sport, le sommeil, on fait tout. Mais c'est vrai que plus tu accumules les expériences, et du coup, notamment des expériences émotionnelles qui peuvent être très fortes, et plus tu te rends compte à quel point c'est important ouais, d'être bien dans ton corps, mais d'être bien dans ta tête et de faire, comme ce que tu dis, une remise en question permanente, un travail d'introspection pour être au clair dans ta vie, de savoir ce que tu veux. C'est un peu, on pourrait appeler ça même du développement personnel, en fait, quoi. C'est de tout simplement vivre la vie qu'on désire et être en accord, d'avoir la vie en accord avec ce qu'on est.
Et déjà, si déjà on a ça, à mon avis, c'est déjà un gros plus pour la santé, quoi. C'est ce qui expliquerait notamment que bah, tu as des gens, on a tous cet archétype de personne en tête, tu sais, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage, c'est quelqu'un qui se prend jamais la tête, qui est tout le temps en train de rigoler, enfin, qui a jamais de problème, et pourtant, il fait pas tant attention que ça à sa santé, tu vois. Il fume, il boit, enfin, il mange pas forcément bien, mais il a tout le temps la banane, il est tout le temps dans la joie de vivre. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que ça te sauve de tout ce qui peut t'arriver, mais c'est vrai que les gens heureux, souvent, tu sais, ça se voit aussi sur le sourire, sur le visage. Tu sais, il y a des gens, ils ont naturellement les lèvres un petit peu plus portées vers le haut, et moi, j'ai l'impression, souvent, c'est des gens qui se portent mieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, la santé, c'est tellement multifactoriel, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, effectivement, la personnalité, voilà, mais bon, après, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, hein. Après, si tu es malade tout le temps, tu peux pas avoir une personnalité hyper joyeuse. Et d'ailleurs, j'ai eu des clients qui me disaient ça, qui me disaient, normalement, je suis d'un naturel joyeux, mais depuis que je suis malade, je peux plus parce que Ouais. ça me pourrit le mental d'être tout le temps malade, de me sentir pas bien, etc. Donc, ça peut aller dans les deux sens. Mais bon, c'est pour ça, la santé, c'est compliqué, c'est pas juste une chose. C'est pour ça que c'est pas juste l'alimentation, c'est pas juste l'émotionnel, c'est pas juste le sport. Enfin, c'est vraiment, c'est pour ça que Hmm. c'est compliqué, que ça peut prendre du temps, etc. Parce qu'il faut rectifier toutes ces choses-là. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que d'avoir une personnalité où on arrive à lâcher prise facilement, ça va aider, hein, au niveau de la santé. De toute façon, la plupart des gens qui ont des problèmes de santé, je pense que c'est des gens qui ont une sensibilité plus exacerbée que la moyenne. C'est souvent des hypersensibles, ou voilà, pour des raisons ou d'autres, hein. Il y a des gens aussi qui ont vécu, des enfances particulièrement difficiles et comment veux-tu ensuite, être serein dans ta vie quand tu as vécu des trucs horribles dans ton enfance? Enfin, hem donc voilà, c'est bien sûr, il faut prendre, soin de son mental, soin de son alimentation, de l'hygiène de vie en général et voilà, mais ne pas, effectivement oublier le mental et puis voilà, si on a un rythme de vie, ultra, effréné à faire plein de choses, plein de stress et cetera. J'ai eu le cas d'ailleurs d'un client, il y a pas très longtemps qui me consultait parce qu'il avait, voilà des problèmes digestifs, des problèmes intestinaux, beaucoup de gaz et cetera. Hem et heu et notamment, une des choses que je demande en consultation, c'est que les gens me tirent leur langue, ou ils m'envoient une photo de leur langue. Parce qu'en médecine chinoise, je m'y intéresse un petit peu, depuis quelque temps. D'ailleurs, j'espère pouvoir me former en médecine chinoise, dans pas trop longtemps. Mais donc d'observer la langue, ça donne déjà, une idée sur, les problèmes de santé de manière générale de la personne et sur le stress et cetera et hem et là, ce client-là, il avait une langue, j'ai jamais vu à ce point-là, en fait. C'était une langue toute rouge avec des crevasses énormes sur toute la langue. Donc une langue ultra sèche, en fait Ouais. en médecine chinoise, ça montre un déficit en yin ou un excès Ouais. de yang, mais plutôt Ah déficit en yin ouais. Ouais. et en fait, quand on a discuté pendant la consultation, heu il était tout le temps suractif, suractif, suractif. Ouais. Depuis des années, Ouais. il avait plusieurs business, il avait des enfants, il était en divorce. Une vie à jamais prendre de temps pour lui, à être tout le temps dans le stress, dans l'action, comme ça, tout le temps et je me suis dit: «Mince» parce que bon, je vais lui conseiller évidemment d'essayer de changer ça, d'essayer de prendre du temps pour lui et cetera. Mais enfin, si ça fait des années qu'il est comme ça, est-ce qu'il va réussir à améliorer ça? Parce que c'est ça le problème, c'est que les gens qui sont comme ça ou dans une autre situation, mais depuis des années, quand, tu leur dis qu'il faut qu'ils changent ça, bon, c'est difficile parce que toute leur vie est construite d'une telle manière, donc ils peuvent pas d'un coup, du jour au lendemain, tout changer. Mais figure-toi que ce client, bah, justement, il a vraiment, compris, ce que je lui disais et il a vraiment réussi à se forcer à prendre du temps pour lui, à se forcer à moins travailler, à se forcer à aller se balader, à Mhm. faire des choses agréables pour lui. Je lui dis de se prendre au moins 1 heure par jour, juste pour lui, pas pour son business, pas pour ses enfants, mais juste pour lui Mhm. et au fur et à mesure avec tout le reste, hein, c'est allé de mieux en mieux et puis, voilà, là, on a fini l'accompagnement il y a peut-être 1 mois, quelque chose comme ça et il va beaucoup mieux. Mais parce qu'il a justement réussi à comprendre qu'il fallait qu'il change son mode de vie.
Ouais. En tout cas, qu'il améliore ça. Il a toujours ses business, etc. Mais il a vraiment mis en place le fait de prendre tous les jours du temps pour lui, à faire des choses qui lui font plaisir, des choses qui le détendent, de la respiration, des balades en pleine nature, etc. Et voilà, c'est vraiment super important, quoi. Ouais, je te rejoins totalement. Ok. Du coup, dernière question. On sait tous les deux que voilà, quand on a de gros problèmes digestifs, évidemment, la première phase, c'est une phase alimentaire où on n'a malheureusement pas le choix. Il faut enlever les aliments qu'on digère pas, du moins temporairement, parce que tous les aliments qu'on digère pas vont évidemment poser plein de problèmes dans le système digestif. Il y a plein de régimes hein, qu'il est possible de faire. Signalé, sans gluten, Weston Price, le protocole, enfin AIP, cétogène carnivore, enfin on peut faire plein de choses. Comment faire pour s'y retrouver là-dedans? Est-ce que toi, tu as deux, trois petits conseils? Ouais. Alors, moi, mon conseil, c'est de manger ce que ton corps digère le mieux. En fait, ça rejoint un peu ce que je disais au début. Pour moi, il n'y a pas un modèle qui convient à tout le monde. Et c'est pour ça que je fais ces consultations de départ avec les personnes qui me prennent l'accompagnement, euh, pour justement voir où en est la personne au niveau digestif et de manière générale. Euh, bon, moi, tu sais que je conseille voilà, une alimentation riche en produits animaux parce que voilà, c'est le type d'aliment le plus physiologique pour l'homme, ce qu'on est fait pour digérer, ce qu'on digère le mieux, ce qui donne le plus de nutriments. Voilà, c'est les produits animaux. Et après, de manière générale, c'est tout ce qui est non transformé. Donc moi, je conseille en fait une alimentation à la Weston Price parce que c'est une alimentation non transformée, voilà, de base, non transformée, non raffinée, la plus naturelle possible et qui n'exclut aucun groupe alimentaire. Voilà, Hmm. ça exclut pas le gras, ça exclut pas les glucides ni le sucre s'il est naturel et non raffiné. Ça exclut pas les produits animaux, ça exclut pas les produits végétaux, ça exclut pas les légumineuses. Petite parenthèse sur ce dernier point, quand il y a des problèmes digestifs, Hmm. moi, moi par contre, je conseille d'éliminer les légumineuses pendant Hmm. un petit moment. Bon, donc l'alimentation à la Weston Price, c'est celle que je conseille parce que c'est la plus facile à suivre. Parmi toutes les alimentations restrictives, Hmm. entre guillemets, c'est la plus facile à suivre parce qu'on n'exclut rien vraiment, à Hmm. part ce qui est transformé. Euh, Sinon, il y a l'alimentation primale que tu connais, je ne sais pas si tu la suis encore ou si tu as fait une pause, voilà, que je trouve très bien parce que c'est pareil, c'est en fait toutes les alimentations déjà qui éliminent tous les produits transformés, raffinés, de base, c'est la base en fait. Voilà, Ouais. et après l'alimentation primale, l'avantage, c'est que comme tout est cru, il y a toutes les enzymes, tout est vraiment digeste presque à 100%. Enfin, c'est la mieux, bien que je trouve qu'il y ait quand même. Enfin, il y a des choses où je suis pas trop d'accord. Euh, Par exemple, le fait de tout manger cru en hiver quand il fait froid, je trouve que ça peut être contre-productif chez les personnes frileuses, amaigries, etc. Enfin, il y a quelques situations comme ça. Euh, mais voilà, et au-delà de ça, donc ça, l'alimentation à la Weston Price, c'est une alimentation que je conseille de manière générale à tout le monde. Voilà. Et Hmm. après, en fonction des problèmes digestifs de la personne, je vais conseiller autre chose. Hmm. Par exemple, il y a quelques mois, ça m'est arrivé de conseiller un régime vegan. Non, c'est pas Eh vrai. oui, et oui. Non, Alors, mais je vais développe là, c'est pas t'expliquer. possible. Je On va je vais couper t'expliquer. l'interview. Donc, évidemment, moi, je conseille pas du tout le véganisme, hein. Mais tout dépend de la personne. Je vais t'expliquer pourquoi je l'ai conseillé à cette personne-là. C'est Hmm. une personne qui a des problèmes d'estomac depuis des dizaines d'années. Hmm. Elle avait plein de soucis de santé. Je ne saurais plus te dire c'était quoi exactement, parce que j'ai eu cette personne il y a plusieurs mois. Mais elle avait plein de soucis de santé dans sa vie. Quand elle est devenue végane, quasiment tout a disparu. Tout allait beaucoup mieux. Et puis, Hmm. elle a regardé mes vidéos. Et puis, elle s'est dit, bon, ben, c'est vrai que quand même, c'est important de manger des produits animaux. Donc, elle s'est remise à manger des produits animaux. Et petit à petit, tous ses soucis de santé sont revenus. Et en Ouais. faisant la consultation avec elle, où je lui pose des questions sur ses différents organes, j'ai vu qu'effectivement, son estomac était incapable de digérer la viande. Donc, Ah ouais? ce qui la rend malade, c'est de manger des choses qu'elle ne digère pas. C'est pour ça, en Ouais. fait,
le régime alimentaire de chaque personne doit être adapté à chaque personne. Vous mangez ce que vous digérez. Ne vous forcez pas à manger des choses que vous ne digérez pas. Donc son estomac fonctionnait pas. Elle avait que dalle d'acidité dans l'estomac. Donc forcément, Ok. quand elle mangeait de la viande n'était pas digérée. Et du coup, ça créait des résidus alimentaires non digérés qui provoquaient des dysbioses et plein d'autres soucis, un encrassement de manière générale, de la toxicité, etc., puisqu'elle ne digérait pas ce qu'elle mangeait. Voilà. Et donc, je lui dis, mais pourquoi vous remangez de la viande si vous sentez très bien que vous ne la digérez pas? Donc, remanger vegan, mais en parallèle, on va soigner votre estomac pour que vous puissiez petit à petit remanger des produits animaux. Ok. Tu vois? Et c'est pareil dans l'autre sens. Par exemple, les gens qui sont en carnivore, en régime carnivore, qui mangent que de la viande, qui mangent Mhm. aucun légume et qui se sentent beaucoup mieux comme ça, bah, c'est très bien qu'ils se sentent mieux comme ça, mais c'est pas normal de ne pas pouvoir manger de légumes. C'est pas normal. C'est pas normal de ne Mhm. pas pouvoir manger des pommes de terre. C'est pas normal. Donc, si ils n'arrivent pas à manger des légumes ou des pommes de terre, c'est qu'il y a un souci quelque part dans leur système digestif, probablement au niveau intestinal, probablement au niveau du pancréas. Mhm. Voilà. Et donc, le but, c'est pas de faire une alimentation ultra stricte, à manger que de la viande et puis rien d'autre pour le reste de leur vie. C'est le temps de rétablir le système digestif, manger ce que vous digérez le mieux, ce qui ne vous cause pas de symptômes, mais en parallèle, guérissez les organes digestifs qui sont affaiblis. Voilà. Donc, euh, donc c'est pour ça, il y a l'alimentation générale que je conseille à tout le monde, c'est une alimentation non transformée. Ça peut être effectivement Weston Price, ça peut être Primal, ça peut être d'autres choses. Euh, mais une vraie alimentation bonne pour la santé, c'est une alimentation, en tout cas c'est mon avis, qui contient produits animaux, gras animal, un peu de gras végétal, mais huile d'olive, enfin les Mhm. huiles polyinsaturées, il faut quand même éviter. Des féculents naturels, hein, non transformés, etc., comme les légumes racines par exemple. Et des légumes, un peu de légumes verts, voilà. Euh, c'est une alimentation qui contient tout ça. Si vous n'arrivez pas à digérer l'une de ces choses, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous forciez à manger ce que vous digérez pas. Ouais. Ça veut juste dire que il faut que vous mangiez ce que vous digérez et qu'en parallèle, vous souteniez les organes digestifs qui sont affaiblis. Voilà. Ok, très bien. Ben écoute, moi je t'ai posé toutes les questions que je voulais, donc je te remercie. Et si les gens sont intéressés, je rappelle que ton lien pour ton cours est en description. Super, merci. Je t'en prie. Je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo et ben, Marjo, merci d'avoir répondu à mes questions. Bah, merci à toi pour cette petite interview. Je te dis à bientôt. Avec Salut. plaisir. Salut. Ciao.